pouvoir joue toujours un rôle très important. Alors, comme j'ai une formation initiale en droit et comme j'ai un parcours subséquent en sociologie du droit, j'ai toujours construit mes analyses du pouvoir et de l'autorité en droit et en sciences sociales, toujours sous l'influence de la méthode de Gramsci. Quand j'y pense après tout, je crois que sa méthode à Gramsci constitue la matrice intellectuelle de tout ce que j'ai fait, absolument tout. Comme l'a souligné Kochayan mercredi, il ne faisait pas partie des dessins de Gramsci de théoriser le pouvoir. Il n'en reste pas moins que pour plusieurs des intuitions théoriques de Gramsci constituent un potentiel heuristique absolument puissant pour lire les problèmes de la scène juridique contemporaine. Et aussi, il demeure très puissant lorsque vient le temps de construire des concepts alternatifs pour la formation en droit. Qu'est-ce qui se passe? Le son est en J'ai pris au sérieux l'appel à communication de ce colloque qui nous exhorte, nous, universitaires, de réfléchir à la façon dont se construit le consentement spontané, de chercher comment nous, universitaires, on peut chercher à déconstruire le sentiment d'inévitable et de juste ressenti devant les structures contingentes, de travailler à construire à la résistance et surtout en prenant acte du rôle que joue le droit et l'état de droit dans la production du consentement spontané. Alors, c'est pour ça que j'ai conçu cette communication en 2 temps. Alors, dans un premier temps, je vais montrer comment le concept de portion civile de l'État réapparaît aujourd'hui en théorie du droit chez Gunther Teubner et en philosophie des sciences chez Isabelle Stanger. J'ai quelques références. Et je vais montrer aussi ensuite comment la grande summa divisio, c'est-à-dire cette grande dichotomie droit public, droit privé qui nous provient, qui a été admise en droit canonique au Moyen-Âge et que nous avons gardé aujourd'hui et qui soutient la totalité des contenus de la didactique de la formation au premier cycle en droit, constitue, en mon sens, une idéologie désuète au sens gramscien et qui est active dans la construction de consentement spontané. En deuxième partie, et pour conclure, je vais proposer 2 pistes de solution, l'enseignement de 2 concepts alternatifs et, j'espère, subversifs. Voilà. Alors, pour se rafraîchir la mémoire, on va observer les implicites historiques de la grande division droit public, droit privé chez un des auteurs canoniques de la scène juridique québécoise, Jean-Louis Baudouin, maintenant, bien sûr, juge à la Cour d'appel. Alors, observons ce qu'il disait en 90-91 et qu'il ne dit plus, bien sûr, parce qu'on lui a tout reproché. Puisque le droit public s'intéresse aux relations entre l'État et les citoyens, les rapports qu'il réglemente sont des rapports hiérarchiques, autoritaires, des rapports de puissance. Le but poursuivi étant l'intérêt général de la collectivité, l'État doit avoir des pouvoirs plus grands. Le droit privé, de son côté, vise la réglementation des rapports juridiques entre les particuliers. Il n'y a pas d'inégalité juridique, pas de hiérarchie. Voilà pour les implicites historiques de cette grande sous-division. Alors, j'aborde le premier point, le concept de portion civile de l'État comme instrument de lecture du droit contemporain. Alors, nous avons Gramsci qui vit son Eureka fameux, son grand Eureka, État égale société politique plus société civile. Il observe l'habitude théorique ancrée de confondre État et société politique, ainsi de réduire l'un à l'autre, et donc de présumer la totalité de la puissance de gouvernance étatique du côté du droit public. Et il se dit, si tel était le cas, une réforme radicale de l'action politique aurait toujours pour effet de produire des grands changements sociaux. Or, ce n'est pas le cas. Il dit, pourquoi? Eureka, c'est parce que le pouvoir se cache du côté de la société civile. Quand on transpose en droit face à la grande summa divisio, le concept gramscien conduit à situer des puissances de type étatique du côté du droit privé, mais surtout à postuler l'existence de rapports de droit privé qui ne sont pas du tout égalitaires, mais hiérarchiques, officieusement hiérarchiques. Alors, on va voir maintenant comment ça réapparaît chez Gunther Teubner. Alors, dans son ouvrage « Le droit à un système anthropolitique », Teubner présente la société occidentale comme une entité globale construite
composé de plusieurs sous-systèmes sociaux. Dans ces sous-systèmes sociaux, on va avoir les médias, l'université, les services publics. C'est ce qu'il appelle les private autonomies. Dans chacun de ces sous-systèmes sociaux, on va observer une normativité propre, une rationalité propre. Et dans cet univers tubérien, le droit n'est qu'un sous-système social parmi d'autres. Alors, devant ce portrait d'ensemble, Gunther Tollner se pose deux questions. Quel est le rôle que joue le droit en tant que sous-système social avec les autres normativités des autonomies privées? Et surtout, il se pose la question, le droit privé joue-t-il le rôle qu'il devrait jouer en droit privé? Et l'auteur de répondre, non, pas du tout. Alors, il dit, nous avons pris l'habitude de concevoir le droit privé comme une suite d'échanges purement commerciaux et bilatéraux, où la rationalité économique est la norme naturelle. Pourtant, nous dit Tollner, se trouvent dans le droit privé des autonomies de droit privé qui commandent la primauté de référence à l'intérêt général. Alors, pensons à l'université, aux médias. Par nature, ces institutions se réclament de l'intérêt général. L'université, bien sûr, se réclame de l'intérêt général. Les médias et l'information, bien sûr, se réclament de l'intérêt général. Mais qu'est-ce qui se passe? L'encadrement actuel de droit privé, nous dit Tollner, laisse ces autonomies libres de privilégier l'intérêt bassement comptable ou leurs intérêts économiques égoïstes sur l'intérêt général. Et qu'est-ce qui se passe? Elles le font allègrement. C'est le problème que Gunther Tollner appelle le problème de la colonisation économiste des rationalités des autonomies privées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, les médias qui se réclament bien sûr de l'intérêt général pour mieux se vendre vont doucement céder à l'appât du gain, au code d'écoute, au sensationnalisme. Ça va produire une espèce de nivellement par le bas. Tout le monde y perd. L'université, bien sûr, continue de dire « j'enseigne pour l'intérêt général de tous », mais dans les faits, elle va doucement glisser vers des rationalités bassement comptables. On va engager des recteurs comptables, etc., etc. Alors finalement, Gunther Tollner nous dit qu'est-ce qui se passe? La situation nous mène à deux choix insatisfaisants. Soit on prend les autonomies de droit privé et on le couple avec le droit constitutionnel, et là, il va y avoir une chape de plomb qui va empêcher les autonomies privées d'exercer leur marge de manœuvre dont elles ont besoin. Si on fait ça, on va recréer un boulard comme l'URSS. Mais actuellement, si on laisse ça au régime de droit privé, eh bien, on conforte le problème de la colonisation économiste des rationalités de l'action des autonomies privées. Maintenant, on passe à la philosophie des sciences avec Isabelle Stanger. Alors, dans une multitude d'ouvrages que je considère lumineux, Isabelle Stanger appelle depuis longtemps à une maturité épistémologique urgente qui tarde à s'installer. Elle dit les représentations sociales dominantes de la connaissance demeurent massivement naïves, platement encyclopédistes. Je suis connaissant parce que j'accumule des savoirs par cœur, parce que je deviens une espèce de monsieur ou madame Google. Alors, l'acte de production scientifique demeure naïvement conçu comme un acte passif d'observation de la réalité. Je suis un miroir, mais je ne fais rien. Qu'est-ce qui se passe avec ces visions épistémologiques naïves? La portion discrétionnaire dans la construction de l'acte scientifique, elle est inconsciemment investie et elle va se mettre à servir le rapport de force économique en bien. Il y a des choix qui sont faits, elle est fait inconsciemment, et la sociologie du droit a montré que là, on rencontre le rapport de force en bien. En parallèle, le recours grandissant à l'autorité scientifique par les gouvernances publiques, dans la légitimation du pouvoir public, va faire une espèce d'occasion d'avancement de la gouvernance par les technopouvoirs éconocentriques. Hein? Tout ça converge vers ce qu'on sait. Ce qui me conduit maintenant à l'hypothèse de la summa divisio comme idéologie visuelle au sens gramscien. Alors, pardonnez-moi pour ceux qui la connaissent par cœur, j'ai voulu la rappeler. Alors, Gramsci écrit « Notre conception du monde correspond à des problèmes déterminés posés par la réalité qui sont bien déterminés et originaux dans leur actualité.
penser le présent avec une pensée élaborée pour les problèmes d'un passé souvent bien lointain et dépassé. Si cela arrive, c'est que nous sommes anachroniques dans notre propre temps. Alors, la question que je pose maintenant, est-ce que nous, professeurs de droit, lorsqu'on répète à l'aveugle l'enseignement, le contenu didactique de la Summa Divisio, est-ce que nous sommes victimes de la persistance d'une idéologie désuète? Alors, je vais me livrer à une simple démonstration en référant à des écrits des auteurs canoniques de droit constitutionnel sur la scène québécoise. Brun et Tremblay. Alors, lorsqu'on réfère à ces auteurs-là, on s'aperçoit que le droit constitutionnel, son essence, est censé pouvoir soumettre les puissances du jour. Et bien sûr, comme le droit constitutionnel est une branche du droit public, on continue de présumer que tous les puissances du jour se situent du côté du droit public. On observe aussi que Brun et Tremblay sont conscients du fait que ce système-là du droit constitutionnel contient bien des trous et des ratés dont peuvent se prévaloir les dirigeants pour exercer en cette matière un pouvoir capricieux, impossible à contenir à l'intérieur de bornes juridiquement identifiables. Alors, comment en profitent-elles les puissances de droit privé pour échapper au contrôle? Comment? C'est simple. En chérissant, en se construisant une étiquette de droit privé. Alors, c'est par exemple le bel exemple des universités sur lequel j'ai l'autorité universitaire, l'encadrement juridique des universités sur lequel j'ai abondamment travaillé, qui était le sujet de mon ouvrage d'évaluation scolaire de justice sociale. Alors, ici, on a les écrits d'André Lajoie qui a écrit le traité de droit de l'enseignement supérieur en 1990. On a l'université qui est puissamment financée par les fonds publics, qui est créée et régulée par la puissance publique, mais qui chérit et cultive son image de droit privé sur tous les plans. Qu'est-ce qui en résulte? Un discours juridique établi actuel, c'est ce qu'on appelle le discours de la réserve judiciaire en matière académique, qui dit que l'université, vous l'avez lu, l'article de qui dit que l'université est par nature une institution charitable et qu'il faut laisser la charité s'exercer librement, sans intervenir. Donc les tribunaux devront se laver les mains des problèmes de justice à l'université. L'université est par essence bienveillante. Jamais elle n'aurait le réflexe de privilégier ses intérêts financiers égoïstes sur les droits des étudiants. Jamais. Voilà le droit établi au Québec. Ouf. Alors, on revient à Brun et Tremblay. Alors, comme ils le concluent eux-mêmes, il faut noter le caractère systématique de la division droit public-droit privé. Elle est logique, rationnelle, mais elle correspond difficilement à la réalité concrète des choses. La distinction est maintenue quand même pour des raisons didactiques et pour des raisons proprement juridiques. Ça veut dire quoi? On a quelque chose d'inadéquat, mais on regarde pourquoi? Parce que c'est commode, parce que ça ne nous change pas de changer nos habitudes, parce qu'on enseigne ça, parce qu'on pense qu'il n'y a pas possibilité de faire autre chose. Ça ne m'impressionne pas. Alors, et on a vu en plus qu'il y a à l'université des effets importants, mais il y a partout des effets importants, il suffit de lire Goldman. Alors, j'ai pensé à une solution proposée, toute simple, j'ai longuement réfléchi, l'enseignement de deux petits concepts apparemment inodins, mais je crois hautement subversifs, parce qu'ils sont hérétiques par rapport au contenu didactique classique, mais qui finalement sont assez faciles à enseigner. Alors, non, pas d'abord l'autorité normative, je vais d'abord parler du concept bernien de droit constitutionnel privé. Pour les profs de droit ici, on peut voir qu'il y a un petit côté hérétique, droit constitutionnel privé. Pour toi, qu'est-ce qu'entend Teubner là-dessus? Il dit simplement le droit constitutionnel privé, c'est un régime tiers, en marge du droit privé et du droit public, qui existe déjà. C'est un encadrement de relations privées où on s'assure que l'intérêt général n'est pas subordonné à la quête de profit épouvantable. Ça
existe déjà, il suffit de le regarder. Le droit du travail est le premier droit constitutionnel privé. La Charte québécoise des droits et libertés, lorsqu'elle encadre les relations entre civils, c'est un encadrement, un droit constitutionnel privé. Il suffit de le regarder et de le reconnaître. C'est le concept que nous propose Gunther Tollner. J'ai fini, mon ami. Non, il y a 5 minutes. Ah oui, j'ai passé. Encore de détails. Alors, comme deuxième concept, maintenant, je vous présente que celui que j'ai forgé spécialement pour intégrer au contenu juridique la perspective gramscienne. C'est la somme des travaux que j'ai réalisés sur l'encadrement juridique de l'autorité scolaire et universitaire, mais aussi sur l'encadrement normatif et éthique de l'autorité professionnelle en sciences humaines et sociales. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est le concept d'autorité normative. L'autorité normative est l'autorité qui se cache en droit privé. Alors, je regarde un extrait de la définition qu'on est donnée. L'autorité normative désigne le pouvoir factuel non dévolu par le droit d'imposer sa volonté à autrui et d'affecter l'exercice de ses droits en se réclamant d'un discours spécialisé et d'une rationalité propre, le tout en exprimant des jugements auxquels sont rattachés des effets sociaux que des parties privées ne peuvent produire. Je pense par exemple à celui qui décerne une note, le professeur. Il dit, voici, vous avez un A+, ou un 100%, qui donne accès à la médecine et aux privilèges sociaux. Et là, et je pense aussi à le verdict d'échec, qui va dire, et voilà, voici votre sous-conduit pour les voies de garage. C'est une forme d'autorité normative. Ce pouvoir est de type étatique au sens gramscien du terme, et sa nature essentiellement hybride par rapport au régime de droit privé et de droit public ne change pas au gré des mouvements de privatisation et de publicisation. Et bien sûr, ça nous permet, comme le dit Pascal Lequiec, de prendre enfin conscience du pouvoir de type étatique qui se cache dans le droit privé et qui actuellement est occulté par le discours juridique. Oh, un discours juridique qui constitue un masque idéologique et qui empêche de voir. Je n'ai jamais entendu ce critique. Alors, conclu, oui, mais je vous ai entendu, monsieur le maître d'œuvre, je dirais simplement ceci. On nous enseignait à nous, juristes, que la summa divisio faisait nécessairement partie du paysage de la formation en droit. Un simple regard sur quelques écrits canoniques, les plus grands bonzes de la scène juridique québécoise, nous montre qu'il n'en est rien. Il s'agit, en mon sens, de la survivance de l'idéologie désuète, productrice de mouvements consentement spontané, qu'il nous revient d'essayer de contrer. Nous pouvons, en tant que professeurs de droit, cesser la reproduction à l'aveugle. Il suffit de le vouloir. J'ai fini en temps. Je vois que l'autorité hégémonique est très respectée. Alors merci Violaine Lemay pour cette présentation qui nous a expliqué en quoi la division entre droit public et droit privé est une idéologie désuète et en quoi nous, en tant qu'enseignants, on contribue à cette norme, à contribuer à continuer à contribuer à cette division désuète. Alors on aura l'occasion de poser des questions. Gardez vos questions pour Violaine. On aura une période de questions-réponses après les 3 présentations. Alors sans plus attendre, on passe à la deuxième présentation, la présentation d'Éric Martin et Maxime Ouellette. Éric Martin ne peut malheureusement pas être présent ce matin. Malheureusement. C'est une blague, ok. Alors on a Maxime Ouellette ici à ma gauche. L'intervention de Maxime Ouellette et d'Éric Martin s'intitule L'université globale et la formation de la classe managériale transnationale. Alors, Maxime Ouellette est détenteur d'un doctorat en études politiques de l'Université d'Ottawa. Il a également effectué un stage d'études postdoctorales à la chaire de recherche du Canada
mondialisation, citoyenneté, démocratie, ici à l'UQAM. Et il est marqué actuellement, mais on n'est pas encore le 1er juin. Donc il n'est pas encore, mais le 1er juin, il sera professeur à l'école des médias ici à l'UQAM. Donc une très belle recrue pour l'UQAM. Et chercheur associé au centre de recherche, le GRICIS, le groupe de recherche interdisciplinaire sur la communication, l'information et la société. Alors les recherches de Maxime se situent à la rencontre de la sociologie économique, de la sociologie politique et de la théorie critique. Ses travaux actuels portent sur les transformations culturelles et institutionnelles dans le contexte du capitalisme avancé. Maxime s'intéresse plus particulièrement à l'interrelation entre l'économie du savoir et la financiarisation du capitalisme. Il a coécrit avec Éric Martin le livre Université Inc. des mythes sur la hausse des frais de scolarité et l'économie du savoir, qui était publié chez Lux Éditeur en 2011. Alors, Maxime, tu as 20 minutes, et tu as vu, je vais t'indiquer 5 minutes, 3 minutes. Ok, merci. Donc moi, ma présentation va s'inscrire dans une perspective de critique de l'économie politique pour essayer de comprendre les transformations d'institutions universitaires dans le contexte de la globalisation du capitalisme. Puis essayer d'intégrer ça dans une perspective gramscienne, c'est-à-dire que, à la fois à partir de Gramsci, mais aussi des auteurs néo-gramsciens en économie politique internationale, notamment Cox et compagnie, essayer de comprendre comment, finalement, est-ce qu'on peut comprendre l'importance, finalement, chez Gramsci d'historiciser les formes de conscience humaine, c'est-à-dire, on peut dire, les conceptions du monde chez Gramsci, à la fois, on peut dire, d'un point de vue théorique, mais aussi du savoir commun. Comment est-ce qu'ils entrent en interrelation, on peut dire, dialectique avec les rapports de production et les formes institutionnelles? Donc, comment les mutations du capitalisme contemporain, qui caractérisent la globalisation, la financiarisation, l'économie du savoir, s'accompagnent également de transformations institutionnelles au sein des universités. Puis, comment est-ce que ces transformations-là ont un impact sur les manières de théoriser le social. Donc, si on suit Cox, notamment, auteur néo-gramscien, parle d'une transnationalisation de l'État, on peut dire qu'il y a également une transnationalisation de l'université ou une globalisation de l'université. Quand Cox parle d'une transnationalisation de l'État, il cherche à montrer comment l'État devient en quelque sorte une courroie de transmission pour la globalisation économique. Assez curieusement, les auteurs néo-gramsciens s'intéressent peu justement à la manière dont l'université également se transnationalise dans le contexte, on peut dire, d'une économie globale du savoir. Pour ce faire, ce que je vais essayer de présenter, ma présentation va se dérouler en 3 temps. Premièrement, comment s'effectue cet arrimage entre, on peut dire, économie et savoir avant qu'on commence à en parler, disons, dans les années 90, principalement dans l'époque que Gramsci appelait l'américanisme et le fordisme, en regardant un peu ce que disait à l'époque l'OCDE sur le rôle de l'éducation dans l'économie. Ensuite, regarder les transformations institutionnelles contemporaines, puis finalement, regarder de quelle manière des transformations institutionnelles, notamment, on peut parler de la hausse des frais de scolarité, vise à arrimer ou intégrer les subjectivités à la dynamique de valorisation du capital financier. Donc, premier point, on pourrait dire ce qui est important de comprendre, si on veut chercher à saisir la nature des transformations contemporaines de l'université, il faut voir comment est-ce qu'elle s'inscrit dans une première massification de l'enseignement à l'après-guerre, donc dans le contexte qu'on appelait le fordisme, puis comment est-ce que l'OCDE a cherché à l'époque à instituer un discours, assez curieusement, qui visait à susciter, ou du moins à encourager, l'accès à l'enseignement. C'est-à-dire que la transformation contemporaine, on peut dire technocratique de l'université, elle apparaît bien avant l'époque contemporaine, elle apparaît à l'après-guerre, dans le contexte du passage, on pourrait dire, d'un capitalisme libéral à ce que les auteurs marxistes appellent le capitalisme avancé ou capitalisme organisé, c'est-à-dire où la planification conjointe, on pourrait dire, des entreprises, puis des corporations et des États, vient remplacer en grande partie la médiation des rapports sociaux strictement par le marché.
Déjà, si on fouille un peu dans les poubelles de l'histoire, Ernest Mandel, lorsqu'il parle de le troisième âge du capitalisme, il dit, je cite ici, « Ce n'est plus la production d'honnêtes hommes, de bourgeois cultivés, c'est-à-dire d'individus aptes à juger, à trancher raisonnablement et rigoureusement, ce qui correspond aux besoins du capitalisme de la libre concurrence, mais celle de salariés intellectuellement très qualifiés, qui est devenue la tâche essentielle de l'enseignement supérieur dans le troisième âge du capitalisme. » Gramsci dit sensiblement la même chose dans ses cahiers de prison lorsqu'il traite la question des universités, de la culture, de l'enseignement général, dans le contexte qui était celui de l'époque du Fordisme et de l'américanisme. Il dit « La tendance actuelle est d'abolir tout type d'école désintéressée, non immédiatement intéressée, et formatrice, quitte à en laisser subsister un modèle réduit pour une petite élite de messieurs et de dames qui n'ont pas de souci de se préparer un avenir professionnel. La tendance est de répandre toujours davantage les écoles professionnelles spécialisées dans lesquelles la destinée de l'élève et son activité future sont prédéterminées. » On pourrait dire qu'à l'OCDE, on a assez bien compris l'importance justement de ce que Gramsci et Mandel révélaient ici, c'est-à-dire la nécessité de massifier l'enseignement supérieur afin de correspondre, afin de produire des nouveaux travailleurs qualifiés qui vont correspondre à une activité productive qui est devenue de plus en plus spécialisée. Donc, l'OCDE va réfléchir à ça en essayant de penser la nécessité de démocratiser l'enseignement supérieur, puis le réfléchit dans une optique de planification économique. C'est-à-dire que l'OCDE, dans ses écrits à l'après-guerre, cherche, on pourrait dire, à développer dans la population une culture qui serait favorable à l'enseignement de la science et de la technique, en les présentant comme, le discours à l'époque, des instruments de prospérité individuelle et collective. Donc, l'OCDE va dire au départ, il sera impossible, je cite l'OCDE dans ses travaux, il sera impossible de remplir les besoins accrus en matière de force de travail nécessaires à la croissance de l'économie sans étendre le bassin de recrutement des talents. C'est un phrasé qui n'est pas très intéressant, très bureaucratique, on pourrait dire, mais ils vont le reformuler dans leurs travaux subséquents en disant qu'il faut que chaque individu ait accès à la formation. Et incite les États à concrétiser des mesures qui vont démocratiser l'accès à l'éducation. Nécessairement pour combler les besoins, on pourrait dire, ce qu'on appelle maintenant capital humain. Dont l'expression n'existe pas à l'époque, on parle de ressources humaines, mais essentiellement, ça se pense dans une optique de capital humain. L'idée ici, c'est d'enrôler, on pourrait dire, les subjectivités, les désirs des classes populaires, puis leur faire intérioriser les impératifs de la valorisation capitaliste dans un contexte fortiste. Donc, à cette époque, on assiste à une première massification de l'enseignement supérieur. Ceci dit, cette transformation, on pourrait dire, d'une université entrepreneuriale, elle demeure encore des archaïsmes, on pourrait dire, l'université continue à conserver une part d'autonomie relative, donc demeure un sous-système, on pourrait dire, comme parlait Violaine Lemay tout à l'heure. L'idée, dans les transformations, on pourrait dire, plus contemporaines, néolibérales, c'est de casser ce sous-système, puis d'intégrer directement l'éducation à l'économie. Notamment en cassant les disciplines qui sont plus traditionnelles de l'université, on peut dire penser les sciences sociales notamment. Donc le deuxième point, essayer de saisir la nature des transformations institutionnelles des universités dans le contexte d'une économie du savoir puis d'une économie financiarisée, ça se fait en trois étapes. En trois étapes qui sont bien réfléchies à l'OCDE, on pourrait dire que la plupart des États industrialisés vont intégrer. Au Québec, on suit en grande partie les réformes qui ont été proposées à l'OCDE. L'OCDE, on pourrait dire, procède par émulation. Elle propose, puis présente de manière scientifique des résultats de recherche qui sont tout de même assez biaisés. Donc, transformation institutionnelle qui s'articule autour de trois axes qui ont une cohérence, on pourrait dire. Trois choses. Premièrement, une réforme des programmes. Essentiellement, on parle du passage d'une pédagogie par compétence qui va être poussée au sein de l'OCDE. Deuxièmement, une réforme de la gouvernance. Puis troisièmement, une réforme du financement.
Donc, on peut voir que l'idée de mettre en adéquation directement l'éducation à l'économie, bon, ben, entre 45 et 75, on va dire à peu près l'époque du Ferdis et le Percol, puis l'idée va être de casser l'autonomie relative que possédaient les universités à cette époque-là. Donc, dans le contexte néolibéral, l'idée est de brancher directement la production du savoir sur la production économique. Puis pour ce faire, il va y avoir une transformation de la nature même de comment est-ce qu'on conçoit le savoir, la connaissance. C'est à ce moment-là seulement qu'on va pouvoir justement brancher l'institution sur la valorisation capitaliste. Comment ça se fait? Premièrement, par une réforme de la gouvernance, c'est-à-dire en cassant, on va dire, les contraintes institutionnelles internes qui empêchaient l'université d'être, on va dire, un lieu d'accumulation du capital. Comment ça se fait? Essentiellement par une réforme de la gouvernance. La réforme de la gouvernance des universités va essentiellement être inspirée de la réforme de la gouvernance des corporations dans le contexte de financiarisation. On va parler notamment, on va intégrer la théorie de l'agence qu'on retrouve dans les entreprises, dans les corporations. Théorie de l'agence qui dit en gros, les managers au sein d'entreprises sont trop intéressés par leurs gains personnels, puis vont donner trop d'argent finalement aux salariés pour pouvoir, puis à partir de ça, ne laisseront pas assez de dividendes aux actionnaires. L'idée va être de casser justement ce pouvoir des managers au sein des institutions, des corporations, puis mettre en place finalement ce qu'on va appeler un conseil d'administration qui est autonome. C'est ce qu'on va intégrer au sein des institutions universitaires, notamment en plaçant sur les conseils d'administration de plus en plus de membres ici de l'entreprise privée. Donc, briser finalement le modèle collégial sur lequel reposait le fonctionnement des universités, modèle collégial qui est archaïque finalement, qui découle du Moyen-Âge, du fondement des premières universités, qui dit que bon, les universités sont une corporation, une communauté qui allie à la fois professeurs et étudiants. Chapitage. Bon, donc l'OCDE dit, l'introduction, je cite ici, l'introduction de représentants du monde extérieur dans les instances chargées d'assurer la gouvernance de l'enseignement supérieur avait en partie pour but d'intégrer un plus grand nombre de personnalités ayant une expérience dans le monde de l'industrie ou du commerce et par là même de renforcer les liens avec l'économie et améliorer l'efficience interne. Puis il faut comprendre cette idée justement de créer des liens avec l'économie dans le contexte de l'économie du savoir, en fait dans le contexte d'un capitalisme financier où les corporations doivent produire de plus en plus du rendement à court terme. Puis dans ce contexte-là, les corporations, principalement premièrement aux États-Unis, vont avoir tendance à délaisser, à sous-traiter leurs activités qui sont les plus risquées, notamment celles en recherche et développement. Parce que la recherche et développement qui était faite auparavant au sein des entreprises, c'est pas sûr qu'il va avoir au bout nécessairement un débouché commercial. Donc, dans la mesure où on doit obtenir du rendement rapide, ce qui va se passer aux États-Unis, c'est une sous-traitance des activités de recherche et développement vers les universités. Ça, c'est rendu possible principalement par une réforme juridique aux États-Unis qui est la loi Bayh-Dole. La loi Bayh-Dole, ce qu'elle dit en gros, c'est que ce qui est produit, ce qui est financé, la recherche qui est financée publiquement, peut maintenant être approprié privément. On peut faire des brevets avec la recherche qui est financée publiquement. Ça va avoir une conséquence fondamentale, on pourrait dire, sur la conception même de ce qu'est le savoir dans l'institution universitaire. Ça va être repris notamment par des consultants internationaux, notamment Michael Gibbons et Camille Limoges, qui est un des premiers scientifiques, un des scientifiques qui a écrit la première politique de recherche universitaire au Québec. Limoges, en fait, s'inspire en grande partie, et Gibbons s'inspire en grande partie des travaux de Lyotard. Lyotard qui avait écrit son rapport à l'époque qui s'appelait Conditions postmodernes à l'invitation de l'ancienne commission des universités du Québec. Et qui disait en gros, dans le contexte, on va dire postmoderne, le
critère de légitimation du savoir n'est plus la quête de recherche de vérité ou d'un universel, mais plutôt la performativité, hein, c'est-à-dire sa capacité à avoir un impact dans l'économie. Gibbons vont reprendre ça dans leur bouquin qui s'appelle The New Production of Knowledge. The New Production of Knowledge, qui dit en grande partie, c'est qu'on est passé du mode 1 au mode 2. Le mode 1, c'est le mode de production traditionnelle du savoir, hein, qui est validé par des pairs, des universitaires, derrière le critère de légitimation du savoir, où se retrouve l'idée de vérité, de l'universel, une espèce de transcendance. Hein. Ce que Gibbons et Limoges disent, c'est qu'il faut déhiérarchiser cette production de la connaissance pour trouver, en quelque sorte, son critère de validité dans l'environnement, qui est essentiellement le marché. Hein. Ils vont dire, Gibbons dit notamment dans un rapport qui a été fait pour la Banque mondiale, qui s'intitulait Higher Education Relevance in the 21st Century, ils disent que les universités, hein, pour demeurer pertinentes, devront se soumettre aux besoins du développement économique. Je cite ici Gibbons qui dit « La pertinence deviendra quelque chose qui devrait être démontré, non seulement une fois, mais sur une base continuelle. Les impératifs économiques vont tout balayer sur leur passage, et si les universités ne s'adaptent pas, elles seront surpassées. » Ça, c'est pour la transformation institutionnelle de la gouvernance dans le contexte de l'économie du savoir. La troisième transformation, c'est celle dont on a pu parler récemment, notamment dans le cas au Québec, la hausse, la crise qui a entouré la hausse des frais de scolarité. Hein. Puis ça apparaît principalement dans les universités anglo-saxonnes. Hein. Puis on peut dire que ce modèle-là, en fait, est en crise. Hein. La crise des universités, qui se manifeste à travers les différentes manifestations, pas juste au Québec, mais partout dans le monde, hein, c'est une crise qui est liée à la dynamique de valorisation de l'économie du savoir, qui sont liés avec le capitalisme financier. Parce que, essentiellement, l'augmentation des frais de scolarité dans les universités anglo-saxonnes, au Québec, parce qu'on suit le modèle, finalement, par émulation, a pour fonction, finalement, d'intégrer les étudiants à la dynamique de valorisation qui fonctionne sur l'endettement. Hein. C'est-à-dire qu'il faut intégrer les étudiants à l'endettement parce que l'endettement, grâce au mécanisme financier de titrisation, hein, on peut transformer les dettes en actifs. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est la nouvelle dynamique d'accumulation du capitalisme financier. 5 minutes, c'est parfait. Donc, d'une part, c'est ça, et d'autre part, ça induit une transformation, on pourrait dire, subjective. C'est-à-dire que cet endettement forcé fait intégrer aux étudiants l'idéologie du capital humain, hein, qui est développée notamment par Becker, puis qui va aussi être poussée par l'OCDE. Hein, c'est-à-dire, l'idéologie du capital humain fait que l'individu est un acteur, est un entrepreneur de lui-même, qui doit, en quelque sorte, s'adapter de manière rationnelle, faire des choix rationnels en fonction des signaux que lui envoie le marché. Donc, ça va avoir des conséquences, on pourrait dire, sur la formation des élites. Hein, ce que Gramsci parle, le rôle des écoles, c'est quoi? C'est de former des intellectuels, mais c'est aussi de former des élites. Hein? Notamment, ce à quoi on assiste depuis cette hausse assez fulgurante des frais de scolarité un peu partout dans le monde, mais principalement dans les universités anglo-saxonnes, c'est une augmentation radicale des étudiants en gestion. Puis un délaissement des sciences sociales. Parce que les étudiants ont intériorisé la logique du capital humain. Hein. Puis même, puis ça là-dessus, Yvan Allaire, qui est président de l'IGA, l'Institut de la gouvernance des organisations publiques et privées, hein, qui est très loin d'être un universitaire néo-marxiste, parce que lui-même a écrit la politique de la nouvelle loi sur la gouvernance des universités, qui s'inspire directement de ce que l'OCDE écrit notamment. Hein. Mais Yvan Allaire dit, à quelque part, que la survalorisation de la finance dans les écoles de gestion hein, peut être un des facteurs qui, à l'heure actuelle, explique la dernière crise économique. Hein. Allaire dit la finance y a pris trop de place. Aux États-Unis, c'est probablement semblable au Canada. 22% des étudiants qui entrent au MBA prévoient se diriger vers la finance. Mais en fin de compte, 45% obtiennent un diplôme dans ce domaine. Il dit ils ont appris pendant leurs études que la finance, c'est là où ça se passe. Hein.
Autre transformation institutionnelle qui accompagne aussi la réforme de la hausse des frais de scolarité, c'est celle de la mise en place des mécanismes d'assurance qualité. Je n'ai pas trop le temps d'en parler, mais essentiellement, ce qu'elle vise, c'est à créer un marché mondial de l'enseignement, en homogénéisant les cursus universitaires pour pouvoir attirer de plus en plus de la clientèle étrangère. Puis si on voit que ça se passe un peu partout, notamment en France, où de plus en plus on veut intégrer les cours dans les universités françaises en anglais, essentiellement pour quoi? Pour créer une nouvelle élite managériale transnationale dont, on pourrait dire, l'allégeance sera plus pour le développement national comme fait dans l'époque du Fordisme, mais son allégeance va être à la corporation transnationale essentiellement. Puis ça amène à mon dernier point. Donc, quand on parle de crise de l'éducation, crise de l'endettement, Gramsci avait déjà réfléchi un peu à ça. J'ai perdu ma citation, donc peut-être conclure là-dessus. Ah oui. Gramsci dit ainsi à côté, on peut même dire que la crise scolaire qui sévit aujourd'hui est justement liée au fait que ce processus de différenciation et de particularisation se produit dans le chaos, sans principe clair et précis, sans un plan bien étudié et consciemment établi. La crise du programme et de l'organisation scolaire, autrement dit, de l'orientation générale d'une politique de formation des cadres intellectuels modernes, est en grande partie un aspect et une complication de la crise organique plus globale et plus générale. Donc, pour conclure, juste, parce que je dois passer à la conclusion. Oui, mais vas-y. Dire que si on veut comprendre l'importance de Gramsci, je pense que d'une part, c'est d'historiciser les rapports entre les transformations institutionnelles, les rapports de production et les formes de conscience humaine. En ce sens-là, ça nous permet de comprendre que l'université de masse, qui, de l'époque Fordiste, visait en grande partie à produire des technocrates en vue d'assurer le développement national. Puis ça avait une répercussion sur l'hégémonie des paradigmes aussi dans les universités. C'est quoi les paradigmes hégémoniques à l'époque? Le développementalisme, le structuralisme, le positivisme. Sa synthèse, c'est la synthèse néoclassique. Développement d'un capitalisme, c'est-à-dire national. Produire, en gros, l'université vise à produire des consommateurs pour le système de production de masse. De manière parallèle, dans le capitalisme financiarisé, où on a une valeur virtualisée, il y a une resurgence des paradigmes néoclassiques en économie, duquel on assiste aussi, on peut dire, une crise des paradigmes, des théories critiques. C'est-à-dire qu'on délaisse les approches, on peut dire, dialectiques à la Gramsci, plus totalisantes, pour essayer de survaloriser l'aspect subjectif et l'agence sans être capable de comprendre comment est-ce que celle-ci est intégrée dialectiquement à une structure. Donc, pour dire les mots avec manière un peu provocatrice avec Daniel Ben Saïd, il dit « Le radicalisme chic des rhétoriques de la résistance possède une tentative récurrente et en des temps défensifs de purifier la contradiction et d'éliminer toute médiation et représentation. » En d'autres mots, la catégorie souvent qui est de plus en plus mobilisée par les théories critiques dans le contexte de la crise est incapable de comprendre dialectiquement la crise. Parce que la catégorie de la résistance, c'est une catégorie, on pourrait dire, non dialectique, qui ne permet pas d'expliciter à quoi on résiste. Donc, de capable de comprendre le capital comme étant la totalité. Donc, on pourrait dire que sa mobilisation a conduit en grande partie à une mise en parenthèse d'un projet, puis même d'une théorisation de la possibilité d'une transformation plus radicale de la société capitaliste. Ce à quoi, je pense, si on réfléchit avec Gramsci, on est en mesure de penser. Donc, je vais arrêter là-dessus. Alors, merci Maxime Ouellette et Éric Martin pour cette présentation qui donne un autre angle par rapport à Violaine. Violaine montrait en quoi les enseignants sont eux-mêmes porteurs d'une hégémonie et ce que montrent Maxime et Éric, c'est en quoi il y a une idéologie qui serait portée, qui porte à réformer les universités. Cette idéologie va même jusqu'à avoir une influence sur la gouvernance des universités, mais bien plus que sur le contenu des cours, sur l'approche qu'il y a dans les cours. Donc on a
deux positions, en fait, deux points de vue sur le même objet. L'intervenant, le dernier de ce panel, est Mathieu Cousineau de Gary, dont la présentation s'intitule Du libéralisme néoclassique, la Saltwater School à la rescousse de Washington. Et Mathieu Cousineau de Gary est diplômé ici du bac en relations internationales et droit international de l'UQAM et poursuit actuellement une maîtrise en droit international, toujours à l'UQAM, qui porte sur l'influence politique de la doctrine américaine en droit international. Alors, Mathieu est aussi membre étudiant du Centre d'études en droit international et mondialisation et du groupe d'études en droit critique. Et bien que je sois végétarien, il m'a indiqué qu'il fallait que vous le sachiez qu'il prépare un excellent carbonara. Je trouvais que j'avais pas assez de titres, je suis désolé. Alors tu as moins de 20 minutes alors. Petite coquille, c'est dans le titre de mon étude, c'est la Freshwater School à l'excuse de Washington, pardon, je vais juste préciser, c'est pas la Saltwater, la Freshwater School, si les gens connaissent la distinction. Aussi, petit point de numérologie intéressant, je suis à la croisée des chemins, je viens de réaliser que je partage la date d'anniversaire d'Adamo Gramsci, soit le 22 janvier, mais lorsque je suis arrivé à l'UQAM, oui, bravo, et lorsque je suis arrivé à l'UQAM, mon alma mater célébrait, disons, comme Milton Friedman, ses 40 ans d'existence. Donc, Friedman est arrivé à Chicago en même temps que moi à l'UQAM, donc je suis un peu à la croisée des chemins, je me pose des questions beaucoup souvent. Je m'intéresse dans le cadre de mes recherches beaucoup sur, pas nécessairement sur les conséquences de l'idéologie sur le social, mais plutôt les origines de l'idéologie dans le social. Et c'est un peu ce que je cite ici. En me servant de Gramsci, parce que je trouve que justement Gramsci permet de faire ça aussi beaucoup. La thèse que je défends, en fait, c'est que lorsqu'on met dans la même phrase Milton Friedman ou l'Université de Chicago et le néolibéralisme, souvent, le lien se fait quasi naturellement, on n'y pense pas vraiment. Okay? Et je pense que c'est intéressant de problématiser tout ça, de comprendre, et Gramsci, comme je disais, fournit les éléments nécessaires. La thèse que je défendrai donc que le néolibéralisme n'est pas né en tant que vecteur de l'impérialisme américain, bien que ça va le devenir, on peut être d'accord avec ça, mais plutôt qu'il a été développé afin de répondre à une crise de légitimité de la classe dominante aux États-Unis dans les années 60 et 70. Donc, ce que j'ai tenté de montrer, c'est que la Chicago School of Economics, la CSE, a participé en tant qu'intellectuel organique de l'hégémonie américaine nationale à relégitimer cette hégémonie-là au début des années 70, substituant un changement dans le complexe État-société à une potentielle révolution d'ordre hégémonique qui aurait pu se créer dans d'autres situations. Donc, mon niveau d'analyse se situe vraiment dans l'État américain et non pas au niveau international. La première image, c'est vraiment dans l'État. Et donc, l'étendue au monde des concepts néolibéraux ne sera que très peu traité. On pourra en parler peut-être par la suite dans les débats. Okay? Je ne fais aucun lien causal. Je pose des questions, je donne des points d'intérêt et bon, si vous trouvez bien de faire des liens, bien vous en face. Je tente donc de fournir un éclairage sur le monde universitaire et comme je vous dis donc, je parle vraiment de l'origine du néolibéralisme comme idéologie. Avant tout, quand je parle d'intellectuel, je veux juste préciser que je m'inspire de Jean-Marc Piot. Quelques points qui sont intéressants lorsque Piot analyse le concept gramscien de l'intellectuel. Pour lui, ce sont des individus ou des institutions rattachés de façon plus ou moins étroite à une classe, l'intellectuel organique des lieux. Leur indépendance d'esprit leur permet de raisonner leur position dans le bloc historique et surtout de le critiquer. Ça va être très très important. Cependant, leur capacité à agir sur les idées dépend de leur capacité matérielle et de l'appui dont ils jouissent au sein de la classe qu'ils représentent. C'est très très important aussi, l'appui et les capacités. Leur liberté et la nécessité de leur rôle dans la classe sont en rapport dialectique. Donc, il y a vraiment un rapport dynamique entre la liberté et la nécessité, le sentiment de nécessité du discours de l'intellectuel. Voilà. Je procéderai donc en 3 temps. Premièrement, je vais parler du contexte social des années 70, début 70 aux États-Unis. Ensuite, je vais parler des précisions sur la Chicago School of Economics ainsi que son discours et je terminerai par un questionnement que j'ai qui n'est pas terminé, mais je ne dis pas. Voilà. Sur le rôle en fait de la Chicago School of Economics. Voilà. Bon.
Contexte, pour moi, que signifie le social aux États-Unis au début des années 70, d'un point de vue politique, premièrement? L'État-providence, qui était donc la gloire et de cette espèce de troïka, société civile, entreprise privée, grand capital et État. Mais l'État-providence mise en place après la guerre est mise à mal pour plusieurs raisons. Mais en fait, pour moi, pour une raison très simple, en fait, l'explosion démographique immense qui ne se traduit pas comme une adaptation de l'État qui est efficace. Simplement, en 20 ans, de 1950 à 70, la population du pays passe de 150 millions à 200 millions d'habitants. Donc une augmentation assez substantielle, disons, qui ne s'adapte pas, à laquelle l'État ne s'adapte pas. La guerre du Vietnam, évidemment, immense commotion qui coûte très cher en vie, en argent pour l'État aussi, mais qui crée aussi un profond clivage au sein de la société. 1968 aussi, c'est la mort de Robert Kennedy, de Martin Luther King, qui sont pour moi des symboles institutionnels de la gauche qui permettaient de tempérer les velléités des classes subordonnées, subalternes dans la société, en créant une courroie de transmission entre l'État, l'institution, le Parti démocrate et la population. Population qui est déchirée à l'époque aussi par les émeutes homosexuelles, la police qui tape sur les homosexuels dans Greenwich Village, les émeutes raciales dans les grandes villes américaines en 1968. Donc, une société qui est en quête de sens, en quête justement de projets politiques, une société en crise. En 1970, il y a l'Université du Michigan qui publie un sondage qui montre que 40% des professionnels et 70% des travailleurs non diplômés ne font pas confiance au gouvernement. On ne pose pas la question s'ils font confiance au capitalisme en général, mais au gouvernement, ils font pas confiance. 34% des électeurs ne s'identifient plus aux deux partis institutionnalisés, le Parti démocrate et le Parti républicain également. Donc, à ce moment-là, ce que je considère comme une crise hégémonique, et un des symptômes dont on a parlé, c'est que l'État, dans une crise hégémonique, va se tourner plutôt vers la coercition, plutôt vers le consentement. Pensons simplement à Harvard, la Rand Corporation, certains chercheurs de Harvard, la Rand Corporation et le FBI qui travaillent main dans la main pour mater les rébellions sur les campus universitaires en appliquant les techniques contre-insurrectionnelles qu'elles ont développées pour l'Indochine, elles les appliquent à leurs étudiants. Bref. Voilà. En 1976, William Simon, le secrétaire au trésor de Nixon et Ford, qui est auparavant un courtier financier à Wall Street qui gagnait plus de 2 millions de dollars chez Salomon Brothers, dit devant un conseil d'affaires en Virginie: le monde bascule dans le socialisme et le totalitarisme. Il faut rendre le monde des affaires américain intelligible, car l'entreprise privée est toujours perdante dans nos écoles, dans les médias, dans tous les pans de la société collective, dans tous les pans de la conscience collective. Samuel Huntington, en 1976, décrit la vague excessive de démocratie. Les gens ne sentent plus la même obligation d'obéir à ceux qu'ils obéissaient, à ceux qu'ils considéraient comme supérieurs en âge, en rang, en statut, en expertise, en caractère ou en talent. À qui est-ce qu'il dit ça? Il dit ça à la Trilateral Commission, qui est une commission fondée pour le bicentenaire des États-Unis, trilatérale dans le sens de gouvernement, secteur privé et université, fondée par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski, composé de dirigeants de la Chase Manhattan Bank, Lehman Brothers, Bank of America, Standard Oil, Ford, General Electric, Time Magazine, Washington Post, CBS, etc. Ce sont encore une fois des faits, je n'ai pas de lien de causalité, faites les liens, c'est vous. Voilà. Économiquement, rapidement, fin des 30 Glorieuses, milieu des années 60, il y a une reprise économique du Japon, de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Europe en général, qui crée une augmentation de la compétition dans les exportations. Les États-Unis enregistrent leur premier déficit commercial en 1971. De 1965 à 1973, le secteur manufacturier américain subit une chute de 43,5% du taux de profit sur son stock de capital, comparé à une baisse de 25% dans le reste du G7. En même temps, la crise des euro-dollars, on remet en question l'étalon dollar-or, parce qu'on doute de sa convertibilité. Tout ça pour dire que la circulation et l'expansion du capital est vraiment freinée par le changement au niveau systémique international. Maintenant, parlons de la Chicago School of Economics. U of C, University of Chicago, fondée en 1890 par la famille Rockefeller pour l'indépendance d'esprit face aux universités de ce qu'on appelle la Saltwater School, les universités de la côte. La Freshwater School, qui est autour des Grands Lacs, l'Université du Minnesota, l'Université du Michigan, l'Université de Chicago. Fondé donc par Rockefeller en 1890, il n'est pas le seul. Si je donne des noms comme John Hopkins, Cornelius Vanderbilt, Ezra Cornell, James Duke, Leland Stanford, ce sont tous des milliardaires qui ont fondé des universités indépendantes d'esprit
dans la deuxième moitié du 19e siècle. Financée par les Rockefeller, donc, et indépendante de tout argent gouvernemental. Une université dont la direction avait une vision hétérodoxe de la constitution d'une faculté d'économie, donc c'est-à-dire loin du keynésianisme un peu moribond, centriste, de l'establishment, remettre en question les paradigmes de l'économie. Friedman note d'ailleurs, à son arrivée, au début des années 30, donc, qu'une grande partie des chercheurs en sciences sociales à Chicago étaient des sympathisants communistes. Donc, oui, il y a vraiment des communistes qui sont là, il y a des sympathisants communistes, il y a aussi donc, des gens qui s'intéressent aux nouvelles approches en économie qui sont liées, entre autres, aux traditions, disons, plus positivistes, le renouveau du positivisme en sciences sociales. Et donc, il arrive là-dedans. Quand je parle de la Chicago School of Economics, c'est important de préciser que ce n'est pas l'université au complet, ce sont surtout les départements d'économie, d'école d'administration et la faculté de droit. Je parle de la deuxième génération. Je nomme des gens, par exemple, comme Robert Dunn, Milton Friedman, George Stigler, et non pas la première dont on pourrait parler comme Aaron Director, Henry Simmons. Donc, c'est vraiment la génération qui a connu l'arrivée de Hayek en 1950. L'université, à cette époque-là, est aussi en crise de financement. Le retrait de l'État du financement des universités de la Saltwater et aussi des grandes fondations comme Ford et Rockefeller, des fondations centristes qui supportaient quand même aussi l'Université de Chicago, fait en sorte qu'il y a vraiment une crise de financement, une recherche de nouveaux financements. George Stigler, dont je parlais, qui était le directeur donc, de l'école d'administration, va publier au début des années 70 un texte qui s'appelle Private Universities and Private Giving, pour suggérer les nouvelles formes de financement privé. Il va s'ensuivre donc dans les années 70 une grande recherche de nouveaux financements de ces universités-là, qui va culminer pour Chicago en 77 avec la création du Center for Study of Economy and the State, devenant le plus grand succès de l'école, financé par des entreprises privées plus petites mais multiples comme Pfizer, Procter & Gamble et des fondations telles que les nouvelles fondations telles que le Volcker Fund, vous avez peut-être entendu. D'accord? Là, je fais une petite parenthèse. Je sais là, qu'il est en film, mais j'ai vraiment c'est une anecdote que je vais vous raconter, juste pour vous raconter un peu ce qui se passe à ce moment-là où on cherche le financement, du nouveau financement. Il y a une réorganisation entre le capital et le savoir universitaire qui s'organise dans ces années-là. La culmination se passe donc dans les années 80. Là, je vole l'histoire à Susan George, je n'invente rien. Je parle donc de la Olin Foundation, think tank conservateur. La Olin Foundation, Olin, c'est une industrie chimique et d'armement, une compagnie privée qui est basée en Virginie, qui est vouée et elle fonde donc dans les années 50 une fondation qui est vouée à la défense du libre marché dans une entreprise privée connue et qui est connue pour son appui en fait au développement du courant du law and economics entre autres. Dirigé de 1967 à 2000 d'ailleurs par William Simon. Ça vous dit quelque chose, William Simon? Le secrétaire d'État qui travaillait à Wall Street et qui était le secrétaire au Trésor de Nixon et Ford. Bref, c'est lui qui dirige tout ça. En 1988, Alan Bloom, le directeur du Olin Center for Inquiry into the Theory of Practice and Democracy de l'Université de Chicago, titulaire d'une bourse de 3,6 millions de dollars de la Olin Foundation, invite un représentant du département d'État et ancien étudiant de Chicago à publier. Il va écrire un texte un peu ringard, en fait, où il parle de la victoire de l'Ouest, des valeurs libérales, blablabla. Bon. Son article, par contre, est immédiatement publié dans la revue de National Interest, financé à $1 million, à hauteur de $1 million par la Fondation Olin. Dirigée, cette revue, par Irving Kristol, titulaire d'une bourse de $376 000 de la Olin Foundation, en tant que Distinguished Professor at the New York University Olin Graduate School of Business. Kristol publie simultanément à l'article de ce monsieur trois réponses, une par lui-même, une par Alan Bloom de Chicago et Samuel Huntington, lui-même titulaire d'une bourse de $1,4 million par Olin Institute for Strategic Studies à l'Université Harvard. Ce débat, donc un peu artificiel, va être repris par contre et publié par le New York Times, par le Washington Post et Time Magazine. De qui je parle? Francis Fukuyama et son fameux livre La fin de l'histoire. Bon. C'est une anecdote intéressante, je crois. Donc, l'institution donc l'intellectuel qui est la Chicago School of Economics, c'est une institution qui travaille à la technocratisation du savoir. En quoi est-ce que je veux dire ça? Je vais en fait laisser Friedman vous l'expliquer, comme il l'a dit, au conseil d'administration de l'Université de Chicago en 1974. En termes d'économie politique, je traduis. Chicago signifie la croyance en l'efficacité du marché libre comme moyen d'organiser les ressources, le scepticisme à l'égard de l'interventionnisme économique et l'insistance sur la monnaie comme facteur d'inflation.
En termes de sciences économiques, Chicago signifie une approche prenant au sérieux l'usage de la théorie économique comme outil d'analyse d'un vaste champ de problèmes concrets plutôt qu'une structure mathématique esthétique mais peu utile. Il signifie une approche insistant sur la preuve empirique de généralisation théorique, rejetant tant les faits sans la théorie que la théorie sans les faits. Ça se traduit surtout d'un point de vue pratique par le système très novateur à l'époque d'ateliers, les workshops mis en place principalement par P.W. Schultz, le directeur du département d'économie de 1946 à 1962, et qui ensuite sera étendu à l'école de droit, à l'école d'administration, donc à la Chicago School en général, et qui a comme projet de former une élite ultra spécialisée et hautement efficace dans des dossiers très précis. À partir de 1954, les étudiants des cycles supérieurs de l'Université de Chicago, dans ces écoles, devaient suivre des cours de base en théorie des prix, théorie de la monnaie, donnée par Friedman, en statistique et en économétrie. Les taux d'échec étant très élevés, quand même, ceux qui passaient étaient rattachés à un professeur. Ils faisaient de la recherche sur un sujet très précis et concret dans le but de produire du matériel publiable et qui intéresserait la classe politique. L'objectif des ateliers était également de recevoir des articles de l'extérieur et de les critiquer en séminaire sur la méthodologie et leurs résultats. Le but avoué était vraiment la poursuite de la vérité, si bien qu'un chercheur de l'époque va dire en entrevue que si on résumait ces ateliers-là en 2 mots, c'est « prove it ». Milton Friedman, donc, va grandir là-dedans. Il y a plusieurs autres économistes, mais Friedman, je le considère quand même très important parce que c'est quand même dans la psyché, disons, le porte-étendard de la Chicago School of Economics. Bio rapide, rencontre Hayek au Mont Pèlerin en Suisse en 1947, tombe en amour avec ses idées, avec les idées de l'école autrichienne, va inviter Hayek à venir à Chicago, qu'il va faire en 1950. Va participer au milieu des années 50 à la renaissance de l'American Enterprise Institute, qui est un think tank qui veut faire contrepoids aux politiques centristes des think tanks keynésiens d'ici. Il fait ainsi la rencontre dans ce think tank-là de congressmen comme Gerald Ford, Donald Rumsfeld, mais surtout du sénateur Barry Goldwater, dont il va devenir le conseiller économique dans sa campagne présidentielle de 64, qui malheureusement sera un échec, qui va se faire battre à plat couture par Lyndon B. Johnson. Mais c'est quand même ce passage-là, par Washington, va lui faire comprendre qu'il peut conserver sa reconnaissance académique et politique tout en étant un membre de l'anti-establishment, donc contre la Southwater School keynésienne. Et qui peut donc, en se battant contre le dogmatisme, disons, de Keynes, il y a un intérêt. C'est dans ce contexte-là, donc, qu'il va développer ces théories, va travailler entre autres en 1965 à la Philadelphia Society, qui sert aussi de think tank à la Heritage Foundation, qui est une version américaine de la Société du Mont Pèlerin, avec tout ce qu'on peut y rattacher. Et donc, pour lui, c'est vraiment l'idée de faire la politique loin du politique. C'est à ce moment-là, en 1966, qu'il va commencer à écrire aussi dans Newsweek. Okay? Et là, je vais passer sur la théorie néolibérale, vous la connaissez, mais simplement dire qu'il ne va pas simplement écrire des articles scientifiques, mais si vous lisez les chroniques de Friedman dans Newsweek, par exemple 10 mois avant le décret présidentiel de Nixon qui va venir en août 71, qui va mettre fin à l'étalon de $, Nixon va publier une série d'articles, donc sont plus connus dans Newsweek, qui est en octobre 70, qui s'appelle Set the Dollar Free, pour qui le meilleur déterminant de la valeur du dollar est le marché. Et pour ça, on devrait diminuer l'aide financière à l'étranger, éliminer les contrôles obligatoires de capitaux sur les corporations de les banques et abandonner les politiques protectionnistes. Pour lui, toutes ces politiques ont été adoptées par Kennedy et Lyndon B. Johnson et sont des politiques qui affectent les libertés individuelles. Il va vraiment donc avoir tant un discours politique dans les médias écrits qu'à l'université. Je passerai rapidement sur tout ça et je vais aller finalement à ma thèse finale avec mes propres considérations. Friedman donc et la Chicago School of Economics vont tenter de fournir une réponse à la crise de l'hégémonie de l'État. Friedman va écrire en 1972 et je pense que ça résume vraiment très bien. Nous avons été précipités dans un large système de contrôle arbitraire et tyrannique sur notre vie économique. Pas parce que les lois économiques ne fonctionnent plus comme elles le faisaient, ou parce que les remèdes classiques ne peuvent pas stopper l'inflation si appliqués correctement, mais parce que la population en général a été amenée à s'attendre à des standards de performance que les économistes ne sauraient atteindre.
Nous avons donc encouragé les politiciens à faire des promesses extravagantes, à inculquer des attentes irréalistes chez la population et à promouvoir un mécontentement face à des résultats raisonnablement satisfaisants, car ils ne correspondent pas à la terre promise des économistes. Il se critique lui-même, hein. C'est ça qui est intéressant. Quand on revient à la définition de Piot, il doit être critique. En tant qu'intellectuel organique, il doit comprendre le lien qu'il entretient lui-même avec la classe qu'il représente. Et donc, il se critique lui-même dans son rôle économiste, il critique ses collègues économistes qui ont travaillé avec l'État à finalement détruire le lien consensuel qu'il y avait entre les différentes strates de la société et la classe dominante. C'est mon interprétation qui est faite ici. Donc, va s'en suivre ce que Stephen Gill appelle donc la réaffirmation de la séparation du privé du public, on en a déjà parlé beaucoup, oui. Et donc, ce qui va développer une sorte d'économie politique constitutionnelle limitant la vie démocratique aux affaires publiques et hors de l'économie. Bref, tout un nouveau paradigme en économie existe le keynésianisme et vive le libre marché. Mes conclusions finales. Ce qui est spécial, c'est que les grands ouvrages, les opus principaux du néolibéralisme, du libéralisme néoclassique, comme Cox le dit, parce que Cox lui considère que les libéraux de Chicago ont voulu simplement faire revivre l'idéal du 19e siècle. Et même Milton Friedman, quand on lui demande si le Chili a été le premier pays néolibéral, va dire ben non, l'Angleterre et les États-Unis du 19e siècle ont appliqué les thèses de l'école de Chicago avant même qu'on les écrive. Mais quand même, donc ça a été écrit dans les années 60 et 70. On va tester la théorie, comme je disais, dans certains pays peu pertinents de l'Amérique latine. Et j'espère que ça a choqué les gens. Mais encore, aux États-Unis, dans les années 70, c'est le keynésianisme qui domine. Carter va forcer le keynésianisme déficitaire même à l'époque, dans la gorge des partenaires, à l'époque des chocs pétroliers, à l'époque de la mondialisation. Et même la volonté américaine de faciliter les mouvements de capitaux est quand même freinée par un retour au protectionnisme commercial. En 1973, les États-Unis signent l'accord international multifibre qui permet, contre le GATT et les recommandations du GATT, de restreindre l'importation des textiles des pays en développement. Peut-être parce qu'ils ne sont pas ISO, je ne sais pas, il faudrait voir, c'est peut-être ça. Et aussi le Trade Act de 1974 qui permet au secrétaire au commerce d'entamer des actions punitives arbitraires contre des pays qui sont malhonnêtes au sens des États-Unis. Alors, c'est quand même bizarre parce qu'au moment où la théorie de l'offre est intégrée par Washington, c'est dans les années 80, ben en fait, la Chicago School of Economics est un peu désuète. Elle est plus à l'avant-plan, à l'avant-garde de l'université. Et je termine sur ça. Ma théorie, mon hypothèse, j'aimerais qu'on en débatte. C'est en fait que l'idéologie néolibérale, la théorie néolibérale vient en réponse, oui, à la crise d'hégémonie de l'État. Okay? Et ce qu'elle va apporter, en fait, c'est de tirer les rideaux sur l'État, un changement dans le complexe État-société, où l'État n'est plus au centre des critiques, se retire et finalement les classes subalternes cherchent quelqu'un à critiquer, l'État n'étant plus là, ils ne remettent pas en question le capitalisme qui est l'idéologie fondamentale de la société. Et donc, on est peut-être encore jusqu'à aujourd'hui en train de chercher c'est à qui la faute. Bref. Et donc, cet élément de réponse ne viendra pas régler la crise hégémonique parce qu'elle est plus profonde. Et pour moi, la solution va venir avec l'administration Reagan, la présidence de Ronald Reagan, entre autres parce qu'il va y avoir un retour au néoconservatisme qui va répondre à la crise de valeur, qui est l'autre problème donc, de cette crise hégémonique-là. Surtout avec la résurgence des intellectuels traditionnels américains que sont les églises évangélistes après la publication de Roe v. Wade, le fameux arrêt de la Cour suprême américaine qui dépénalise l'avortement au Massachusetts et comme en France fédérale. Un sondage Gallup d'ailleurs de 70 dit que plus d'un tiers des Américains se décrivent comme born again Christian, Jimmy Carter et Ronald Reagan en sont. Et donc, finalement, la crise hégémonique va se régler avec une synthèse dialectique du néoconservatisme et du néolibéralisme sous Reagan qui se veut une réaffirmation du nationalisme américain autour d'un mélange de valeurs que sont l'exceptionnalisme, le capitalisme et la religion, porté par l'État, mais l'État qui va occuper une fonction bien différente de ce qu'il était durant les 30 Glorieuses. D'accord? Ça, il faut bien comprendre. Et donc, changement dans la relation entre l'État et la société civile. Voilà. Rappelons d'ailleurs que Reagan, à cette époque, va même réintroduire le keynésianisme militaire.
pour gagner la guerre froide. Donc, ce n'est pas le néolibéralisme total, mais partiel, surtout dans l'idéologie qui sert à susciter le consentement. Finalement, je dirais qu'un autre, et je termine vraiment sur ça, mon dernier point, c'est que je vois aussi que, platement, peut-être pratiquement, l'écart générationnel entre la publication des textes fondateurs de la Chicago School of Economics et du néolibéralisme va aussi, et l'application par l'État se traduit peut-être aussi par le fait que ce sont les étudiants formés ou formatés dans les universités néolibérales qui vont, dans les années 70 et 80 surtout, se trouver des emplois à Washington et dans les institutions du consensus de Washington, la Banque mondiale et le FMI, qui vont appliquer vraiment, du point de vue politique, les idées néolibérales. Et c'est pour ça, donc, entre ce que le professeur écrit et ce que l'étudiant fait, il y a toujours une certaine période. Alors voilà, c'est un peu l'idée que j'ai du néolibéralisme, mieux compris, selon moi, du point de vue national américain que international. Merci. Merci Mathieu Cousineau-Leberry qui nous a présenté en fait sa thèse du fondement de l'idéologie dans le social. Il nous a présenté un peu le contexte de l'émergence du néolibéralisme en montrant encore comment l'école économique de Chicago a, par sa capacité, a mis en place une capacité à influencer en plaçant des étudiants, mais également en allant chercher du capital symbolique et du capital économique qui a permis ainsi d'installer une idéologie néolibérale. Alors, il nous reste tout juste une demi-heure pour discuter, ce qui nous laisse beaucoup de temps. Et je remercie les trois intervenants d'avoir, en fait surtout Violaine qui a respecté strictement le temps, les deux autres ont été un petit peu au-dessus, mais j'avais eu comme instruction de pouvoir vous laisser un petit peu de temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2-3 questions. Alors, après 2-3 questions, je donnerai l'occasion aux intervenants de réagir. Alors, avant de poser des questions, simplement, donc il y a un micro là-bas, donc allez au micro, vous présentez très brièvement et je vous demanderai d'être assez succinct dans les questions. Des questions qui pourraient être aussi des commentaires, bien sûr. Mon nom est Claude Thomasset, je suis professeur de retraité de l'ICAM. Une question pour Violaine. Je suis tellement d'accord avec ce que tu nous as présenté sur l'anachronisme de la Summa Divisio, mais maintenant, si on remet en question la Summa Divisio, faut-il aussi remettre en question la formation professionnelle et l'école du barreau? Je suis membre du CIDI. C'est aussi pour Violaine Lemay, dont j'ai trouvé l'exposé incroyablement stimulant. D'ailleurs, je suis chez moi. 3 commentaires, 3 questions. Un premier commentaire, je dirais, méthodologique, un deuxième sur la Summa Division et un troisième sur des remarques sur l'université. Donc, Monsieur le Président, vous me faites un signe comme une facilité. Alors, la première question, je voulais peut-être un peu rebondir finalement sur la très bonne remarque de Claude Dufour hier sur le principe de générosité que l'on doit accorder au concept, aux auteurs, aux grilles de lecture. En d'autres termes, je pense qu'effectivement, c'est des boîtes à outils dont on peut se servir dans nos propres recherches. Néanmoins, je m'interroge quand même jusqu'à quel point on peut articuler Teubner et Gramsci dans une même recherche. Dans la mesure où, comme tu l'as rappelé, Teubner, sa toile de fond, c'est la théorie des systèmes sociaux, en particulier celle de Niklas Luhmann, et pour le peu que j'en sais, c'est les systèmes sociaux, autrement dit l'objet de la sociologie des sciences sociales, évacue l'individu de sa réflexion, puisque le système social n'est composé que de communication, à l'inverse du système psychique, où là, c'est les individus qui sont au centre de la réflexion, et donc Luhmann distingue bien les sciences sociales et les sciences psychiques. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, parce que c'est un peu abstrait, si moi je fais une recherche empirique en droit avec Luhmann comme cadre théorique, et que je vais faire des entretiens de juges, de magistrats par exemple, je ne suis pas du tout dans une optique de sociologie compréhensible et réelle de ce sont des représentations, le sens que donnent les acteurs et les actrices à leur mission, mais au contraire, je prends le magistrat comme un élément, comme un artefact de communication, comme le dit Teubner, un élément de communication du sous-système social qui est le système juridique. Donc ce que pense le magistrat, je m'en fiche en fait. Or, j'ai l'impression que je connais rien en Gramsci, c'est pour ça que je suis ici, mais les débats de ces derniers jours m'ont
on nous laissait entendre que Gramsci mettait quand même l'individu, l'acteur, l'actrice au centre de ses préoccupations. Et donc je me demande dans quelle mesure on peut articuler cette cadre théorique. En tout cas, jusqu'à quel point, pour le formuler en termes de question, quelles précautions tu prends pour articuler ce cadre théorique qui me semble quand même assez distinct dans le fondement épistémologique. Sur la sous-division, je voudrais revenir sur ton usage des travaux d'Isabelle Stelbierz. Si j'ai bien compris ton point, c'est que finalement, tu nous présentes la sous-division comme une naïveté scientifique, comme un stade pré-scientifique presque que critique Isabelle Stelbierz. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que... C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais voilà, j'ai pas très bien compris. Alors je me demandais, parce que pour moi, en fait, je ne connais plus, je ne connais pas, je suis assez jeune, je ne connais pas de juriste qui prétend que c'est une distinction scientifique en réalité. Et il suffit de lire ce qu'on pourrait considérer comme la première prétention de scientificité de la discipline juridique, donc un Skelsen, la théorie du droit dans les années 30, il y a tout un chapitre sur la distinction droit privé, droit public, est une distinction idéologique qui n'a aucun fondement scientifique, et donc Hans Kelsen évacue complètement de son positivisme normatif. Et alors peut-être qu'on a des collègues, peut-être qu'il en existe encore des Newton positivistes, donc qui ne savent pas ce qu'est le positivisme, et donc a fortiori ils n'ont pas la conscience de la classe positiviste, mais enfin c'est rendu grave quand même, c'est rendu très minoritaire. En tout cas ici à l'UQAM, c'est aussi pour ça que j'ai postulé à l'UQAM, parce qu'il n'y a plus vraiment de Newton positiviste qui prétend que la distinction droit public droit privé est une distinction scientifique. Alors est-ce qu'elle est visuelle? Donc c'est une idéologie, ça, je suis bien d'accord. Est-ce qu'elle est visuelle? Ben ça j'en suis pas certain, parce qu'elle produit encore des effets, d'ailleurs tu l'as rappelé en donnant l'exemple de l'université, c'est mon dernier point. Alors évidemment on peut sourire quand tu nous cites la dimension naturellement charitable de l'institution universitaire. Ceci étant, je me fais un peu l'avocat de la diablesse en l'espèce, mais moi ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu, à la fois à Bruxelles, ici à Montréal. Je fais partie de comités, de commissions, dont certains sont des espèces de juridictions internes pour les questions de discipline des étudiants et des étudiantes, des professeurs, pour des questions de révision de notes, de plagiat, etc. Et j'observe depuis 10 ans, et c'est un lieu commun, une judiciarisation constante de ce type de litige, c'est-à-dire qu'après la décision prise en interne, il y a en Belgique par exemple le Conseil d'État, une juridiction administrative qui va exercer un pouvoir de surveillance. J'imagine qu'il y a aussi une allusion des procédures de révision judiciaire ici. Et c'est dramatique. C'est dramatique. Je veux dire, ça bouleverse complètement l'économie de la relation entre étudiants, étudiantes et l'université, même de la relation entre les salariés universitaires et l'institution. Il n'y a plus aucune légitimité alors, qui est donnée à ces comités internes, et donc moi j'ai l'impression d'être aliéné par ma participation, puisque je sais qu'au bout du compte, il y a un magistrat ou une magistrate parfois qui risquera de renverser la décision. Et donc, finalement, moi, l'autonomie, cette zone d'autonomie universitaire, je la trouve peut-être pas si légitime que ça. Et a fortiori, si j'ai une critique largement marxiste de l'institution judiciaire, j'ai vraiment pas envie que l'institution judiciaire vienne sonner dans les affaires universitaires. Voilà, c'était succinct, bien sûr. Oui, et une dernière intervention, une dernière question, commentaire. Ah, il y en a deux. On va en prendre encore deux, puis vous garderez pour tout à l'heure. Super panel, vraiment, je trouve que c'était super intéressant et les trois interventions, je pense, seront bien. Je pense que c'est des discussions qui vont se multiplier de plus en plus dans les prochaines années. Donc, ma question, c'est peut-être plutôt à Maxime, mais je crois que ça touche tous les points de la réunion, de toute façon. Et je crois que j'aimerais entendre un petit peu plus à quel point vraiment considérer le rôle de l'OCDE dans
et de la perte de ce contrôle-là. Donc il y a vraiment, je pense, une question de possession, de propriété-là qui a vraiment besoin d'être analysée et d'expliquée. Et voilà, je me demande comment vous voyez cela. Merci. Alors, avant de laisser répondre, il y a une dernière... J'ai vu que d'autres personnes avaient levé la main là-bas. Donc, les intervenants vont répondre de manière succincte afin de permettre aux autres personnes qui avaient levé la main de poser des questions dans une seconde round. Ça, c'est une question, moi aussi, sur peut-être pour les panélistes, mais plus ou moins, parce que ça m'a éveillé ce qu'a dit Maxime Moyet, sur les réseaux et les pôles d'excellence. J'aurais aimé aussi entendre parler de tout ça et de comment aujourd'hui on est comme condamné à l'excellence, puis comment sur la scène internationale, qu'est-ce que vont devenir les petites universités de province? Est-ce qu'elles ont une place dans le 21e siècle ou pas? Et pour revenir aussi sur la question de l'OCDE, qu'est-ce que dit l'OCDE fait ça? Alors, allez-y dans l'ordre comme vous voulez. Ça va? Vous me laissez commencer? Puisque j'ai tendance à être succincte, espérons-le. Alors d'abord la réponse à ma chère collègue Thomasek. On va mettre en question la formation professionnelle et l'école du barreau. Ma position officielle actuellement au doctorat en droit à l'Université de Montréal, c'est de dire qu'il est temps de reconnaître et d'émanciper l'épistémologie juridique propre, c'est-à-dire qu'il y a une épistémologie, un savoir juridique kelsénien qui convient à la pratique professionnelle. C'est un savoir qui n'est pas tourné vers l'explication des phénomènes au sens des sciences humaines et sociales, mais qui est un savoir de type dogmatique, qui est très utile dans la prédiction de ce que vont dire les tribunaux et qui est très utile dans le service de l'ordre. C'est une technique, ce n'est pas un savoir des sciences humaines, et c'est utile à l'école du barreau et au savoir du barreau. L'important, c'est de le reconnaître comme tel et de cesser de s'aplaventrer devant les épistémologies de sciences humaines en disant « Oh, nous ne sommes pas de vrais savoirs, etc. » comme on fait et aller à science auparavant. Bon, retrouver une légitimité face à cette technique professionnelle. Maintenant, en la reconnaissant telle qu'elle, on peut se dire elle est ce qu'elle est. Elle n'a pas de vertu explicative. Aux études supérieures, elle ne suffit pas. Et surtout lorsqu'on vient le temps de considérer le contenu didactique et sa valeur de transmission, ben là, ça ne convient surtout pas. Alors non, moi je n'aurais pas tendance à remettre en question la formation professionnelle. Il y a une demande pour ça. Et en plus, je crois qu'il y a un mensonge institutionnel face aux étudiants, parce que les étudiants viennent à la faculté de droit pour entrer à l'école du barreau. Alors si on ne forme pas pour ça, on prend leurs sous, puis en plus on ne leur donne pas ce qu'ils demandent. Non. Alors moi je pense que ce serait ma position connue face à la formation professionnelle de l'école du barreau. Maintenant, face aux questions de mon ami Julien à l'arrière, Tovner et Gramsci, bien sûr, j'en ai discuté hier avec Kecheyan, il est clair qu'il n'était pas dans les dessins de Gramsci de théoriser le pouvoir. Je le confesse, j'ai lu Gramsci et je m'en suis librement inspirée. Ça m'a toujours aidé, à tort ou à raison, c'était de la créativité peut-être, à lire d'autres auteurs. Et c'est pour ça que j'avais toujours tendance à dire quelle merveille heuristique que ce Gramsci, parce que ça me permettait de lire et de comprendre Tovner. D'ailleurs, j'ai eu la chance de discuter de tout ça avec Tovner quand il est venu à Montréal en 2005, et il dit « Oh, vous avez découvert un wit entre moi et Gramsci », mais effectivement, si on essayait de faire des comparaisons, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, et c'est assez difficilement comparable. Sauf que, comme je l'ai montré dans mon tableau, je crois qu'il y a chez Tovner, avec ses autonomies de droit privé, quelque chose qui avait pressenti Gramsci avec sa portion civile de l'État. C'est tout ce que je dis. Et moi qui ai tendance, écoutez, j'ai aimé irrationnellement Gramsci, mais à partir de là, j'ai toujours tendance à dire, regardez, il avait raison. Très subjectif, très arbitraire. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de Stanger et la Summa Dividio, c'est du même ordre. J'adore la philosophie des sciences. Et ce qu'elle nous dit, Stanger, lorsqu'elle nous dit attention avec le technopouvoir qui arrive et qui gouverne officieusement, à partir du moment où la légitimation des exercices de gouvernance publique se sert toujours de la référence à l'autorité scientifique. C'est la science, c'est pas moi qui le dis, c'est la science, etc., etc. Et en même temps, lorsque le discours scientifique est de plus en plus colonisé par les rationalités bassement comptables, ben, ça fait qu'il réapparaît
le même phénomène de puissance en droit privé, à l'intérieur même de la production scientifique, c'est-à-dire des choix qui sont pris, qui s'ignorent, à l'occasion d'épistémologie naïve. Moi, je suis passif quand je fais de la science. Je ne fais pas de choix de valeur, je ne suis pas gouvernée par le plaisir d'avoir telle subvention si je choisis cette subvention et le plaisir de ne pas en avoir si je choisis Gramsci. Non, je suis passif, et voilà, c'est ça. J'ai simplement vu ce lien, parce qu'avec ces épistémologies naïves, dominantes, on ne voit pas qu'il y a à l'intérieur même de la production scientifique des espaces de choix et ça constitue des puissances de gouvernance officieuses. C'est le seul lien que j'ai vu, mais j'ai pas... bon. Maintenant, quant à la judiciarisation excessive des actes de l'université, ben ça, je reviens dans ma carrière en éducation il y a 15 ans, j'en ai discuté pendant 15 ans. La question n'est pas de vouloir judiciariser l'université. La question, c'est de rompre avec les façons de justifier la non-intervention qui sont carrément, comment il s'appelle, Friedman, féodales. On va dire, l'université est pratiquement, elle est restée imperméable à la modernité juridique. Allez voir en éducation comment on justifie ça, tenez-vous bien. On va dire, l'enceinte éducative est conçue pour des êtres qui ne sont pas encore citoyens parce qu'ils sont des enfants. Et moi, je réponds, quid de l'enseigner adulte? Et en plus, les enfants, quand on dit qu'ils ne sont que des citoyens en devenir à cause d'Aristote, ben écoutez, je m'excuse, mais on vit dans des sociétés où les législateurs ont décidé, c'est fait partie de la charte au Canada, de considérer les mineurs comme des citoyens politiques et comme des personnes juridiques à part entière. Qu'est-ce que ça change, ça, dans le rapport? On devrait changer la façon de justifier l'autonomie universitaire. Je ne veux pas du tout qu'on se mette à empiéter sur notre liberté d'expression, sur notre autonomie nécessaire, dirait Toyner. L'université est une autonomie de droit privé qui a besoin d'un espace de manœuvre grand. Le but n'est pas d'arriver à hyper-judiciariser, mais rompons avec les justifications poussiéreuses. Il y a Jean-Louis Derouet, en sciences d'éducation en France actuellement, qui dit « Il est normal qu'à l'intérieur de l'enceinte éducative s'exercent des violences qu'on ne pourrait tolérer à l'extérieur, car à l'intérieur de l'étudiant et de l'enfant, il y a une portion animale encore qui appelle la violence. » Non mais Jean-Louis Derouet, école et justice, au métayer, ça suffit. Voilà, c'est le... Merci Mireille. On va des autres questions. Sur la question de l'OCDE, ça remonte, il faut comprendre un peu la petite histoire, là, je suis allé vite, parce que l'intérêt de l'OCDE pour l'éducation, ça remonte à son ancêtre, qui était quoi, la Commission économique européenne, je me rappelle bien, dans le contexte du plan Marshall. Dans le contexte également, ce qu'on appelle le Sputnik Shock, c'est-à-dire que le développement technologique est important en URSS, puis il faut contrer ce développement technologique, donc utiliser l'éducation comme vecteur de développement économique, dans le contexte notamment du plan Marshall où on reconstruit l'Europe. Donc c'est poussé par les Américains en grande partie aussi. Ceci dit, le rôle de l'OCDE n'a pas de pouvoir coercitif, c'est un pouvoir d'émulation, c'est-à-dire qu'il produit l'étude qui a une apparence scientifique. Donc, il ne faut pas le voir, selon moi, dans le point de vue juste top-down, comme si l'OCDE imposait des règles aux institutions nationales. C'est plus une intégration nationale d'une certaine logique. Donc, c'est délibérément, on pourrait dire, que de l'intérieur que se font ces transformations, mais disons que le contexte idéologique est en grande partie produit à l'OCDE parce que c'est eux autres qui produisent notamment des benchmarks, des audits, tous les indicateurs de calcul sur lesquels vont s'arrimer les systèmes nationaux d'éducation. Donc, ça dit en quelque sorte, si vous voulez ne pas vous faire expulser de la course mondiale à l'innovation, ben voici ce que vous devez faire, puis voici ce que tout le monde en grande partie suit par imitation.
C'est-à-dire que le contexte qui est celui d'une crise, moi je pense qu'il faut comprendre tout ça, ces travaux-là de l'OCDE dans le contexte d'une crise, on peut dire structurelle du capitalisme qui perdure depuis au moins une 30-40 d'années, puis une contradiction qui est difficile à pallier dans la mesure où plus tu fais d'innovation, plus tu développes, mais plus tu crées aussi du chômage, parce que tu mets des travailleurs à la porte, en grande partie. C'est ça la contradiction qui essaie d'être jugulée, notamment en créant une nouvelle dynamique d'accumulation. Puis là, ça revient à la question des rapports sociaux de propriété. La dynamique d'accumulation qui est celle de l'économie du savoir, elle remonte à beaucoup plus loin et ça remonte finalement à la fin du 19e siècle avec l'apparition de la corporation. Avec l'apparition de la corporation, c'est quoi le principal actif qui est valorisé par une corporation? C'est ses actifs intangibles. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement ce qui est comptabilisé, ses machines, ses employés, etc. C'est ses titres. Hein, c'est ses possibilités de revenus futurs, ce que les économistes appellent du goodwill. Donc déjà là, on a une économie du savoir en puissance dès la fin du 19e siècle. Ça va être, on pourrait dire, cette puissance de la corporation va quand même être jugulée par les États nationaux jusqu'à l'époque qu'on va appeler néolibérale, de mondialisation, où il y a un nouveau contexte d'accumulation, justement un nouveau rapport de propriété, qui est celui de l'articulation entre la propriété intangible, tout ce qui concerne la recherche et le développement, les brevets, etc., puis le capital financier. Puis ça, ça aussi découle d'un rapport de propriété qui est celui de la puissance actionnariale qui provient de l'épargne salariale. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent qui provient des salariés qui vont servir à financer la dynamique de la nouvelle économie, par exemple. Hein? Parce qu'il y a une transformation institutionnelle importante aux États-Unis, c'est-à-dire, j'ai parlé dans le Bayh-Dole Act qui permet d'une part de prendre de l'argent public pour financer la recherche privée, mais en même temps, il y a une autre transformation institutionnelle qui est le Prudent Law Act. Hein, c'était la loi qui empêchait les fonds de pension à